Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Anthony Bourbon, dirigeant et donc fondateur de Feed. Bonjour Anthony. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quel est ton parcours? Je sais que tu as un parcours atypique. Voilà, dis-nous quelques mots sur comment tu es arrivé jusque-là à créer Feed et donc à faire évoluer cette structure. Ouais, donc j'ai 30 ans, j'ai un parcours atypique effectivement. J'ai commencé par un parcours de juriste. Je me destinais à être avocat, mais j'ai vite compris que c'était pas ce qui m'excitait et que j'allais m'ennuyer très rapidement au cours de mes premières expériences professionnelles dans les cabinets de grands groupes notamment. Faire des promesses synallagmatiques toute la journée, c'était vraiment pas ce qui m'excitait. Et j'avais déjà fait plusieurs aventures, on va dire entrepreneuriales, mais en parallèle de mon job ou de mes études, et ça m'avait toujours vachement excité. Et j'ai décidé d'y aller à fond. Donc on a pas mal voyagé, on a fait de l'import-export, on a fait de l'immobilier, on a fait des concessions de voitures, on a fait vraiment plein de business différents et variés. Et c'est en fait en faisant tous ces différents business que j'ai réalisé que je sautais beaucoup de repas, que j'avais pas le temps de bien manger. Et du coup, avec un groupe de potes, on s'est posé pour se dire mais comment on pourrait faire pour manger mieux, plus efficacement, sans y passer trop de temps et surtout pour avoir la pêche toute la journée parce qu'on avait des vies bien chargées. Et du coup, on a regardé un peu ce qui se faisait sur le marché. On a vite constaté qu'il n'y avait pas de produits qui répondaient à nos besoins. Il y avait des trucs de régime, mais c'était 200 calories maximum, c'était vraiment pour perdre du poids et donc au bout d'une heure t'avais encore plus faim que si t'avais pas mangé, donc ça allait pas. Et on est tombé sur une marque aux États-Unis qui s'appelait Soylent, qui faisait des repas complets aux US, mais il livrait pas en Europe et il livre toujours pas. Dans tous les cas, c'était pas du tout adapté aux usages, on va dire français, parce que rempli d'OGM, sans aucune saveur, c'est-à-dire que t'as une saveur pour toute la gamme, t'as pas de variété. T'as que 400 calories par repas parce que les Américains font plusieurs repas, donc il fallait boire 2 bouteilles pour avoir l'équivalent d'un vrai repas européen. Bref, il y avait plein de raisons pour lesquelles ce serait jamais adapté pour notre marché. Et du coup, on a commencé à faire notre recette, mais sans avoir en tête l'idée de la commercialiser. C'était plus pour répondre à nos besoins, comme souvent avec les startups. Et quand on a vu que c'était intéressant et qu'il y avait une traction autour du projet, parce que on avait des collègues qui en mangeaient, parce qu'on avait des amis qui en mangeaient, on a décidé de s'entourer de médecins, nutritionnistes, d'ingénieurs agroalimentaires, de manière à pouvoir professionnaliser la marque et l'industrialiser et l'offrir au plus grand nombre. T'en as parlé, tu disais que voilà, sur notre marché, on est très différent, on a une approche de l'alimentaire qui est assez sacrée, d'autant plus en France. On parle de slow food. Est-ce que au final t'as senti une réticence par rapport à ce produit-là? C'est quoi l'accueil? Tu disais qu'il y avait de l'attraction, peut-être par une certaine cible de personnes. C'est quoi l'accueil qui a été fait par rapport à Feed? Alors Feed est un produit évidemment super clivant en France. Au début, quand j'ai commencé, tout le monde me disait mais n'y va pas, tu vas perdre ton temps, ça ne fonctionnera jamais, tu feras jamais plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. On est au pays de la gastronomie, on aime bien manger. Et en réalité, en année 2, on est déjà plus de 60 personnes dans la boîte, on a levé plus de 20 millions et là, on va lever encore 50 millions dans les prochaines semaines. On fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, comme quoi la seule chose qui compte, c'est la data et pas un feeling, un ressenti. Il faut se baser sur des choses qui sont concrètes. Néanmoins, il faut pas se voiler la face. Il est évident que Feed est un produit qui divise. Maintenant, c'est intéressant d'avoir un produit qui est clivant parce qu'au moins, il permet de pénétrer très rapidement un marché. Si tu essayes de couper un truc avec le dos d'une cuillère, tu vas avoir du mal parce que ça tranche pas. Si tu arrives avec une hache, tu mets un coup dans ta bûche, quoi, va se couper en deux vite fait. Donc nous, on a conscience que il y a peut-être 60 ou 70% du marché qui s'intéressera pas à nous et qui ne consommera jamais les produits Feed.
mais D'accord. 20 ou 30% bien travaillés avec des lifetime value qui sont intéressantes, avec des coûts d'acquisition qui sont bas et surtout un très gros repeat, ça nous permet déjà de faire des business de plusieurs centaines de millions d'euros, comme c'est le cas aux États-Unis avec Soylent. Maintenant, à nous de savoir l'expliquer, à nous de l'adapter au marché, d'avoir des bons arguments, c'est très important et c'est parfois ce qu'on a loupé. On n'a pas été assez didactique, on n'a pas assez expliqué et les gens avaient l'impression qu'on était là pour imposer une solution qui allait révolutionner l'alimentation, alors qu'en réalité feed c'est une alternative, c'est une option qu'on propose et l'objectif n'est pas du tout de se substituer intégralement à la nutrition traditionnelle, mais plutôt d'apporter un truc qui est agile, qui va vous simplifier la vie, qui va vous faire gagner du temps les moments où vous êtes pressé. Alors, t'en as parlé de ce côté clivant. Est-ce que t'en joues sur la com, sur la stratégie? C'était déjà quelque chose qui faisait partie de ta stratégie, ou tu t'es dit bon, ok, il se passe ça, c'est plutôt positif, on va voir comment on peut le réfléchir, travailler avec cet élément-là. Non, ça s'est imposé à nous assez naturellement. On n'a pas surfé dessus outre mesure. Naturellement, on voit que ça fonctionne, donc on va pas s'en priver. Mais disons que c'était pas un postulat de base de se dire on va énerver les gens et on va aller les bouleverser. Ils se sont bouleversés tout seuls. Hein. C'est-à-dire que nous, on est toujours un peu étonnés de voir à quel point les gens parfois réagissent. On dirait que ils mènent une guerre contre feed. Certains, c'est assez exceptionnel parfois sur les réseaux sociaux de voir à quel point il y en a qui sont engagés et qui se disent bon bah notre mission dans la vie c'est de détruire feed. Mais au final, ils font pas du tout de mal à la marque. Au contraire, ils nous Il la permettent. renforce. Et évidemment, il la renforce et puis ça permet de créer du débat. C'est des débats qui effectivement sont intéressants pour nous. Autour de la table, les gens en parlent. On sait pertinemment que aux alentours de Noël, quand des familles sont réunies, il y a une recrudescence du mot feed sur les réseaux, sur Google par exemple, en recherche, parce que les gens veulent se renseigner. Donc il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a pas de bad buzz en fait pour une startup, il y a que du buzz. Donc on est content que ce soit clivant. Après évidemment, il faut pas que ça tombe au pugilat, il faut que ce soit toujours basé le débat sur des arguments qui sont factuels, qui sont intelligents, et c'est à nous d'aller donner des arguments qui sont en fait irréfutables. C'est une erreur qu'on a fait à un certain moment, vouloir peut-être parler de goût, vouloir parler de recettes, mais c'était subjectif et les gens disaient bah ouais mais moi j'aime pas. Et ça, qu'est-ce que tu peux y répondre quoi? Si le mec il aime pas ta recette au chocolat, à part dire que toi tu l'aimes, il y a pas d'argument. Donc on se concentre plus sur bah ouais mais feed ça vous fait gagner du temps, c'est parfaitement équilibré, ça vous apporte de la satiété, c'est économique et abordable, c'est pratique, ça se conserve pendant un an, c'est idéal dans certains moments de consommation qu'on va pousser aux consommateurs comme les journées où tu es surchargé, les moments où tu as envie de faire du sport, les activités outdoor, quand tu es en déplacement et du coup bah avec ces éléments factuels, le débat peut avoir lieu même dans un pays comme la France. Ok, très bien. Je te propose maintenant de plus faire un peu le bilan de cette évolution de feed, autant sur le plan entrepreneurial que sur l'aspect du marché, du business. C'était quoi les périodes phares sur l'année passée? Tu as parlé de levée de fonds. Votre effectif, il a grandi de combien de personnes? C'était quoi les chantiers sur lesquels tu as travaillé en priorité? Yes, en quelques chiffres, feed en moins de 2 ans du coup parce qu'on a commencé, en 2 ans maintenant, on a commencé en janvier 2017. On est passé donc de 0 employé à plus de 60 employés. On est passé de 0 point de vente à plus de 3500 points de vente. On est passé de 0 € en caisse à plus de 20 millions d'argent levé dans 3 tours de table différents, avec un nouveau tour là, un très gros tour qui va tomber bientôt. On fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point tout a été vite. On est passé de une recette à plus de 50 recettes. Il y a une traction qui est exceptionnelle autour du projet, évidemment parce que ça répond à un besoin et que les clients comprennent le produit, se l'approprient, mais surtout parce qu'on a une équipe très déterminée, une équipe de jeunes avec une moyenne d'âge de 28 ans, et du coup c'est des gens qui croient aux rêves, qui croient aux grandes possibilités, et c'est ce que j'adore chez Feed. On ne se fixe aucune limite. Quand on dit à nos futurs salariés en recrutement, nous notre objectif c'est d'aller racheter des grands groupes comme Danone, Nestlé, ils nous disent pas non mais c'est pas possible, ils nous disent bon bah ok, comment on s'y prend, et ça c'est cool parce qu'en fait on réalise que avec le digital et une bonne pénétration du marché, tout est possible.
Et alors, je pense qu'il y a pas mal de friction de passer de 0 à 60 personnes. Nous, on a fait une levée de fonds aussi sur l'année passée. On est passé de 3 personnes à 18 collaborateurs et déjà il y a déjà des problématiques à lever. Comment toi t'as perçu ça? C'était quoi tes difficultés? Est-ce que tu t'es fait t'avais des mentors pour t'accompagner par rapport à ça ou t'avais une vision très précise des étapes à mettre en place pour cette évolution? C'est vrai qu'il y a différentes évolutions qui se sont dessinées au cours des mois. Moi, j'en vois trois principales. La première étape, c'est quand tu es un peu tout seul, on va dire, allez, même jusqu'à moins de 5 ou moins de 10 collaborateurs. C'est vraiment très transverse. Il faut des profils qui soient capables de gérer toutes les problématiques, qui soient à la fois un peu tech, à la fois business, à la fois produit. Donc, très transverse. C'est un moment où personne ne dort beaucoup et tout le monde est dans l'ultra productivité. Ensuite, il y a l'étape où tu commences à recruter. Donc là, c'est vraiment une étape pour moi qui est clé. C'est trouver les bonnes personnes qui vont transmettre ta vision, ton ADN, de manière à ce que l'énergie que tu essayes de véhiculer soit transmise de la manière la plus pure possible. Donc là, le recrutement, c'est hyper compliqué, faut pas se louper. Là, du coup, nous, pendant quasiment un an, on a fait que ça, on a recruté énormément. Et là, on vient de rentrer dans la troisième étape où on est dans de la structuration pure et dure de management, où on essaye de faire un org chart qui soit le plus clair possible, où les gens trouvent leur place, ont quand même assez de cadres pour savoir où il faut aller, tout en ayant de la liberté, parce qu'il faut que les collaborateurs s'éclatent, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils soient en autonomie, il faut qu'ils soient indépendants, il faut qu'ils puissent être force de proposition et s'éclater dans leur quotidien. Donc là, on est en train de vraiment petit à petit construire les fondations, créer rentrer dans le dur. Et c'est trois étapes qui sont parfaitement différentes, mais tout aussi excitantes les unes que les autres. Il faut savoir s'adapter très vite, et c'est à mon avis une des forces des startups qui réussissent, c'est qu'elles sont capables de changer de métier tous les 3 à 6 mois, et il faut s'adapter très vite. D'accord. Tu parlais de points de vente. Nous, on est très passionnés de e-commerce chez E-commerce Nation. Le e-commerce, ça représente quoi chez Feed? Ça représente plus de 70% de nos ventes, donc on est clairement une marque digitale avant d'être une marque de retail. D'accord. C'était intéressant d'avoir ce dual channel en quelque sorte, dans le sens où ils s'apportaient mutuellement. Un client qui commence à acheter Feed online, il peut parfaitement aller en acheter chez Franprix ou Monoprix à côté de son travail ou à côté de sa salle de sport, et ensuite redevenir client online, ou inversement, tu peux découvrir le produit avec un coût d'acquisition du coup qui est neutre, parce que tu vas chez Franprix, tu vois le packaging, il t'interpelle, et du coup tu te renseignes sur cette marque et après tu vas acheter sur le site. Donc les deux s'apportent mutuellement, et c'était assez intéressant de les voir grossir au fur et à mesure. Même si naturellement le online est quand même beaucoup plus rapide, parce que on n'a pas besoin de force de vente comme c'est le cas en offline. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour toucher des centaines ou des millions de personnes avec une ads qui est bien pensée. Donc très clairement notre ADN vient du digital, et c'est comme ça qu'on ouvre les marchés. Quand on ouvre un pays, on teste d'abord online, on regarde s'il y a de l'attraction, si les métriques sont bons, et ensuite on y va avec les commerciaux sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes présent sur combien de pays? On a 30 pays qui nous commandent online. D'accord. Et en offline, on est présent dans 4-5 pays où on commence vraiment à s'installer. Donc le online est largement en avance. C'est un peu notre ouvreur de porte. Le online, ça nous permet de tester, d'A/B tester en live, et d'avoir des chiffres qui sont convaincants ou non, et de vite voir si un pays fait du sens pour nous. D'accord, donc tu parlais en termes de levier, tu parlais d'ads, tu as parlé aussi du packaging, sur tout ce qui est online, stratégie influenceur aussi, il me semble. Vous êtes très présent, tout ce qui est community management ou autre, vous avez fait aussi une de vos forces là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ces leviers, ou si tu as des leviers additionnels pour le online? Ouais, bien sûr, les classiques, les ads en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, évidemment on est dessus. C'est les contenus que tu vas imposer là pour le coup aux utilisateurs, donc c'est un peu le plus agressif de ce que tu peux faire en ads, parce que le mec il est en train de scroller dans son fil, tu lui imposes ton produit, donc c'est un peu
c'est un peu, comment dire, l'étape la plus difficile et avec un CAC un coût d'acquisition qui va être un peu plus élevé, mais néanmoins c'est nécessaire pour faire vite connaître le produit. Après on fait évidemment une stratégie SIA, SEO où là pour le coup on répond à une recherche et quelqu'un qui va taper repas en poudre ou repas feed, là on va lui apporter de l'information, donc c'est un peu plus bas dans le funnel. Et puis on fait ensuite du retargeting tout en bas où les gens qui ont visité le site, les gens qui sont déjà au fait de ce qu'on fait, on se rappelle à leurs bons souvenirs en leur disant au fait t'as toujours pas finalisé ton achat, est-ce qu'on peut t'aider, est-ce qu'on peut te pousser un contenu, en essayant évidemment d'adapter le plus possible. On a toujours plus de 400 ads qui tournent, 400 ads qui vont être spécifiques en fonction des besoins. On va pas pousser les mêmes pubs aux sportifs qu'aux étudiants, ni aux gamers, ni aux mamans qui viennent d'avoir un enfant. Donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce qu'on a des algos qui calculent tout ça et parfois il y a des erreurs. On est connu aussi pour aller tellement vite que parfois on fait des mini bad buzz parce qu'il y a des erreurs qui sont faites, mais c'est pas complètement déconnant et nous on est fiers de nos erreurs, même si on essaie évidemment de les éviter au max, mais on peut pas apprendre à marcher sans tomber de temps en temps. Et du coup, souvent on tombe. Et puis les gens nous clashent sur Twitter parce qu'ils aiment bien critiquer. Et puis nous, c'est pas grave, on se relève et on réfléchit déjà à comment on peut faire mieux le coup d'après. Et ça nous permet de toujours se surpasser, de toujours oser. C'est super important pour une startup et notamment dans le digital de tenter des choses. Donc jamais on blâmera quelqu'un qui a fait une connerie chez nous et qui s'est tapé un bad buzz parce qu'elle a essayé une nouvelle idée. C'est pas grave. Si t'as testé quelque chose et que ça a pas marché, on le refera plus, mais au moins t'as tenté quelque chose. Ce qu'il y a de pire, c'est une équipe qui est dans le confort et qui veut surtout pas prendre de risques parce qu'elle aurait peur de se faire engueuler si elle fait une connerie. Donc moi je préfère que les gens fassent des conneries, qu'ils testent des choses, et puis après les influenceurs, t'en as parlé, évidemment c'est quelque chose qui fait du sens pour nous. C'est des publics qui sont assez jeunes, hein. Feed c'est entre 18 et 35 ans on va dire, passer les 45 ans, même si on n'exclut personne parce qu'on a des consommateurs de tout âge et de tout milieu, c'est quand même un peu moins dans la cible. Nous, on est très urbain avec les personnes qui sont sportives ou un peu CSP, CSP+. C'est assez étonnant. D'ailleurs, on a un public qui est très éduqué, qui se renseigne énormément, qui lit, qui essaye de comprendre ce qu'on met dans nos recettes. Donc, il faut qu'on trouve les bonnes méthodes pour leur parler. Et les influenceurs font partie de leur quotidien aujourd'hui parce que tout le monde va sur Instagram ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux pour regarder ce que font les personnes qui considèrent comme étant en tout cas influenceurs, et ça fait du sens de leur faire passer notre message. Ça fait un peu moins commercial que les ads, même si maintenant je crois que plus personne ne se voile la face et tout le monde a compris qu'il y avait un business derrière tout ça. Et que moi, à titre perso, je suis un peu moins fan des influenceurs. Feed n'est pas une marque hyper adaptée en réalité aux influenceurs. On les fait parce que c'est un channel, mais on a un panier assez élevé. On a un panier à 70-80 euros, donc un AOV qui est assez haut. Et c'est pas, disons, un panier adapté avec de l'influence où en général tu vas plutôt acheter des trucs à 10, 15, 20 euros maximum, un achat un peu d'impulsion, un achat rapide. Donc on le fait pour ancrer le produit, mais c'est pas ce qu'il y a de plus héroïste. Ouais. Et surtout que vous avez une marque forte avec un produit qui est clivant. Donc j'imagine vous avez des consommateurs qui sont des ambassadeurs forts et qui vont peut-être avoir un discours beaucoup plus authentique. Et donc cette logique d'influence va être plus étalée sur peut-être une logique de micro-influence et plus sur une logique de fanbase et de masse, non? Ouais, je suis d'accord. C'est difficile de trouver des gens qui parlent bien du produit et ça peut vite le décrédibiliser. On a fait quelques erreurs en choisissant mal des influenceurs qui le faisaient vraiment dans un esprit de business, et du coup ils te parlaient pas du produit, tu vois, juste ils le consommaient, mais ça se voyait que c'était fake, que c'était pas naturel, et du coup le consommateur se sent floué là, tu vois. Si le mec il a l'impression vraiment d'être pris pour une vache à lait et que c'est du placement produit pur et dur, ça passe pas en fait. Je pense que les gens sont pas bêtes. Et qu'il faut être le plus naturel possible, et on est les premiers à se moquer de certaines pubs qu'on a pu faire à une époque et qu'on essayait, qui étaient pas du tout naturelles, qui avaient été jouées par des acteurs un peu pourris, et d'ailleurs qui sont ressortis sur Twitter là il y a pas longtemps. C'était des vidéos qu'on avait coupées parce que
elles étaient clairement nulles, quoi. Et ça fonctionne pas, ça parle pas parce que les gens ils veulent pas se sentir manipulés. Donc on essaye d'être le plus transparent possible, mais en même temps c'est vrai qu'il y a des algos qui poussent des ads et c'est pas un humain qui valide les 400 ads à chaque fois. Et donc parfois il y a des petits dérapages, mais c'est aussi ce qui fait le charme de la marque. Nous il n'y a pas de strate de vérification, c'est-à-dire que c'est pas comme dans les grands groupes où si tu veux faire quelque chose, t'as 20 personnes qui vont te valider ton projet. Nous, si on a quelqu'un au online qui se chauffe et qui dit je veux essayer ça, il essaie et puis voilà, il assumera. Soit ça marchera et donc on dira bravo, t'es super fort, et soit il se prendra un gros bad buzz et puis on lui dira voilà, tu t'es ramassé, maintenant relève-toi et réfléchis différemment. Donc c'est ce qui fait le charme aussi des startups. C'est vraiment intéressant. Je pense que de toute façon, c'est une tendance globale où aujourd'hui, pour une startup, on évalue beaucoup plus la rapidité, la vitesse que le travail de qualité. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, t'es sur une logique d'itération. Donc, ce qu'il faut, c'est vaut mieux échouer et vite. Comme ça, t'apprends plus tôt et tu peux te remettre sur la bonne voie plutôt que voilà, prendre le temps de se préparer, de bien réfléchir les choses et puis de se planter au bout de plusieurs mois. Donc cette logique de rapidité, de vitesse, surtout dans votre logique d'hypercroissance, de nouveaux marchés, elle a un sens. Et au final, c'est ce qui vous permet, avec une marque forte, de fédérer des gens et donc de toujours d'aller de l'avant. Évidemment, c'est clé pour tout le monde. Nous, on est dans l'A/B testing pur et dur. Alors évidemment, on fait pas n'importe quoi et on réfléchit à ce qu'on lance, mais il n'y a pas de réunion, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait une réunion, elle dure 10 minutes, à la fin, on se dit on essaye, oui ou non, mais on va pas réfléchir 20 ans, faire des brainstorms. Il y a beaucoup de gens qui critiquent sur ce qu'on peut faire, mais la réalité, c'est qu'en 2 ans, si on avait pris le temps à chaque fois qu'on voulait tester quelque chose, de se poser, de l'écrire sur un tableau blanc et puis de mettre les plus et les moins, on en serait encore à réfléchir s'il faut aller chez Franprix et Monoprix, alors que entre temps on a recruté plein de monde et qu'on a fait du business. Donc même pour l'équipe, c'est quand même beaucoup plus excitant d'être dans une boîte qui teste des trucs, qui est une sorte de launchpad d'innovation. Et c'est ce que d'ailleurs on parle beaucoup évidemment avec les industriels il y en a certains qui nous font des propositions de rachat, qui veulent investir. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent, mais ils nous disent on aimerait tellement pouvoir essayer des trucs comme vous. Et quand il y a des équipes ou des personnes qui travaillent dans ces grands groupes qui viennent, qui sont un peu en off, elles nous disent mais je rêve moi dans mon grand groupe de faire des projets comme ça et de demander la validation de personnes et de tester. Donc c'est aussi ce qui excite les gens et ce qui nous permet de pas avoir de turnover chez Feed. On a personne qui part de l'équipe. Sur les 60 personnes, il doit y avoir 3 ou 4 départs grand maximum, et pour la plupart c'est parce qu'ils allaient à l'étranger. Donc les gens sont contents de travailler ici, on leur fait confiance et du coup ils sont super investis. Alors, tu as parlé de cette logique RH. Comment tu fais pour trouver les bonnes personnes et donc que ce soit les bonnes personnes pour qu'elles restent à terme? Est-ce que tu as un process? C'était quoi ta mécanique quand tu as fait cette levée de fonds pour pas te retrouver? Parce que je sais que sur Paris, tu mets une offre en place, tu as des milliers de candidats ou des centaines. Donc, comment tu arrives à faire un petit peu l'écrémage et à trouver des gens qui sont dans la bonne philosophie pour développer ton projet? C'est vrai que c'est une étape clé et qui est importante, pas facile. Nous, on a, comme pour tous les process, fait quelque chose de très simple, très efficace. Il y a encore une fois plein de livres qui ont été écrits, ou quand tu vas dans les incubateurs, on t'explique qu'il faut faire des méthodes réputées aux États-Unis, mais nous, on perd pas de temps avec ces trucs-là. On fait au feeling, c'est-à-dire qu'on fait les choses. Il faut évidemment que les gens aient des skills, mais on fait surtout est-ce que le mec ou la nana, ils ont les yeux qui brillent, est-ce qu'ils croient au projet, est-ce qu'ils sont motivés, est-ce qu'ils sont déterminés. À partir du moment où il y a de la passion, c'est plutôt bon signe. Et pour le tester, on demande nous en général des petits devoirs. On leur dit écoute, le jour où tu viens pour ton entretien, viens avec une presse, viens avec un truc et dis-nous comment toi tu l'aurais fait. Donc si c'est un mec qui vient pour faire du offline, il va nous dire j'ai vu que vous étiez pas dans tel ou tel magasin, j'ai été parler au responsable de rayon et si vous voulez on peut dealer un truc. Si c'est une graphiste, elle va venir avec des propositions, des intentions de packaging. Disons que c'est toujours ce petit truc d'aller chercher l'extra miles en se disant comment je peux démontrer qu'avant même d'être recruté, je me suis impliqué dans la boîte. Et donc quand quelqu'un arrive avec cette mentalité un peu américaine où tu te dis je vais pas juste tout compter, on a parfois des candidats là on comprend de suite qu'ils sont pas dans notre délire, on leur demande un truc, on leur dit écoute, t'as passé le premier stade, le premier process, maintenant on voudrait voir quelles sont tes idées. Ils nous disent je vais pas travailler gratuit pour vous, embauchez-moi et on verra après.
Bon bah là, on comprend direct que le mec ou la nana n'est pas dans le délire et que il va pas être heureux chez Feed. Et comme on veut que les personnes soient épanouies, on préfère toujours annoncer la couleur de manière très frontale en entretien, en leur disant écoutez, on veut pas vous vendre quelque chose qui n'est pas réel. Feed, voilà comment ça se passe. On bosse dur, on s'éclate énormément et on s'amuse tous ensemble parce que c'est une véritable famille qu'on a créée avec des gens qui sont soudés, qui s'entraident, qui sont là les uns pour les autres. Néanmoins, on n'est pas là pour trier les lentilles, quoi. On est là pour envoyer du gros bois. Il faut que ça pulse. Il faut des gens qui ont de l'ambition. Il faut des gens qui soient motivés. Et ça fait vraiment un écrémage assez naturel, quoi, parce que ça nous différencie des personnes qui viennent juste pour chercher un job de confort ou un job pour payer son loyer. Dans une startup, c'est pas ce qu'on va chercher. Dans une startup, tu vas chercher une aventure, tu vas chercher un épanouissement personnel en ancrant quelque chose qui fait ton quotidien. Quand tu te lèves le matin, bon bah tu sais pourquoi tu vas là-bas pour changer le monde et apporter et combattre presque les grands groupes qui sont contre toi. Donc il y a un aspect aussi très conquête qui est super motivant pour les équipes. Super, moi je pense que ça nous donne pas mal d'idées sur la structuration, sur cette évolution de 2018, sur votre levée de fonds, sur cette logique de recrutement, sur l'approche du marché. Je te propose maintenant, c'est davantage se projeter sur l'année 2019. 2019, là tu parlais d'une éventuelle levée de fonds. C'est quoi tes axes en termes de développement, en termes de stratégie? Est-ce que tu peux nous livrer quelques infos là-dessus? Yes, on est dans un process du coup de levée. C'est pas facile pour nous parce que on a vraiment tout qui nous tombe dessus en ce moment, à la fois des investisseurs qui veulent rentrer, on a beaucoup de propositions de rachat de la part d'industriels, donc on peut pas non plus balayer d'un revers de main tout ce qui se passe, on est obligé d'observer le marché, donc on a pris une banque d'affaires pour nous simplifier un peu tous ces process et qu'on reste concentré sur Feed, c'est la clé, et c'est souvent une erreur que font les startups, elles se focus sur leur argent, sur leur levée, et du coup elles oublient l'opérationnel, sauf que c'est l'opérationnel qui te permet d'avoir des chiffres, et ces mêmes chiffres te permettent de lever, donc tout étant lié, il faut pas non plus trop te défocus. Donc on va aller faire une levée pour pouvoir encore accélérer le business d'un point de vue international. On a démontré que même dans un pays qui est pas forcément intuitif comme la France, on arrive à imposer un produit, c'est qu'on pourra le faire encore plus facilement à l'étranger. Les premières insights qu'on a, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne ou aux Pays-Bas, enfin ça cartonne et le produit est encore plus facilement adopté parce qu'ils ont l'habitude de ce type de solution. Ils ont moins de temps pour manger que nous, ils ont des postes de 10-20 minutes maximum, ils sont très héroïstes sur leurs dépenses, c'est des gens très pragmatiques qui vont calculer qu'un repas à 2,50 €, bah, c'est quasi impossible de faire mieux. Du coup, bon, bah, ils sont beaucoup plus factuels que les Français qui sont sur un aspect un petit peu sacralisé de la nourriture où ils ont l'impression de bien manger entre midi et deux, mais en réalité, ils mangent une salade ou ils vont manger un sandwich. Quand tu compares de manière très factuelle, c'est pas sain du tout, mais bon, peu importe. Donc l'international, c'est vraiment ce qui nous anime. On pense évidemment aux États-Unis qui nous font des clins d'œil de temps en temps. On a beaucoup d'investisseurs américains qui nous poussent à aller là-bas. On le fera le moment venu, quand on sera prêt, quand on considérera qu'on a déjà bien quadrillé l'Europe, qui est déjà un beau terrain de jeu. Il y a de quoi faire. Et puis évidemment des nouveaux produits, des nouveaux formats. On veut constamment proposer de l'innovation et donc on a des nouveautés qui vont sortir dans les prochaines semaines avec des formats toujours plus gourmands, toujours plus pratiques. On avait commencé avec des produits très rupturistes comme la poudre, les barres, de manière à aller un peu choquer le marché. On savait que ça allait faire bouger. Là, on essaye d'ouvrir des produits qui sont un peu plus habituels pour le marché français. On a fait une pâte à tartiner qui est super bonne et qui est un véritable repas complet, c'est-à-dire que tu manges ta pâte à tartiner avec du pain et t'as l'intégralité de tes apports. Alors tu peux le prendre comme un repas complet ou comme un snacking qui est sain à 4 heures, juste t'en prends un peu moins. Donc ça marche très fort et on a d'autres formats un peu dans l'esprit qui vont se présenter dans les prochaines semaines. On va continuer à améliorer nos recettes, on va continuer à améliorer notre UX sur le site, on va continuer à
à développer l'intelligence artificielle qui permet de pousser les produits adaptés, le CRM aux bonnes personnes au bon moment avec des contenus toujours plus engageants, tout en faisant parler de la marque parce qu'on continue à créer quelque chose de fort. C'est une DNVB, donc c'est quelque chose qui doit transmettre de l'émotion. On a une fondation aussi qui va faire son arrivée. On va lancer une fondation qui est hyper importante pour nous parce que elle va démontrer que Feed, c'est pas seulement faire du chiffre d'affaires, c'est pas seulement vendre des barres et des bouteilles, mais c'est plutôt démontrer que tout est possible. Moi, je viens d'une famille très pauvre, donc je suis pas du tout le cliché de l'entrepreneur qui a fait HEC et qui a ses parents qui sont dans des fonds d'investissement. Au contraire, mais c'est la preuve que n'importe qui peut réussir aujourd'hui en France, contrairement à ce qui est souvent dit. Et puis, si tu te donnes les moyens, que tu te donnes de la détermination, que tu es motivé, tu peux trouver des gens qui sont dans cet esprit et pénétrer très rapidement un marché et aller affronter des gros Américains ou des Anglais qui sont assez solides. Donc ouais, 2019 va être une belle année bien chargée. On est impatient d'atteindre tous ces objectifs. Grosse ligne directrice sur cet aspect européen, consolider les positions, plus de pénétration sur ces marchés-là, renforcer votre gamme aussi au niveau du site. Quels sont aujourd'hui encore les freins que tu vois? Tu me parlais de pénétration qui est peut-être plus simple dans certaines cultures, certains pays. Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui où tu dis bon ça serait bien qu'on arrive à le résoudre, qui sont techniques, qui sont stratégiques, que tu as en tête? On doit améliorer notre site d'un point de vue très UX, UI, c'est évident. On travaille dessus en ce moment. Il faut simplifier au maximum le message. Il faut expliquer pourquoi consommer du feed, ça fait du sens. Il faut simplifier les livraisons. Il faut qu'elles soient encore plus rapides. Il faut proposer les abonnements. Enfin, on va vraiment optimiser l'UX de manière à ce que les clients soit dans un confort total et une expérience super intéressante, et d'un point de vue un peu plus global, mettre de la distribution de feed à tous les endroits. Donc là, on est en train de recruter pas mal de commerciaux en région, dans des grandes villes, pour que feed soit présent partout, dans toute la France. Il y a une map sur notre site qui permet de voir tous les points de vente et il y en a forcément un qui est pas loin de chez vous. Et du coup, il faut que le produit soit le plus accessible possible, toujours dans cet esprit d'inclusion. C'est important pour nous. Inclusion dans le sens où personne ne doit être stigmatisé, ostracisé. Tout le monde doit pouvoir consommer du feed, à la fois par son positionnement prix, parce que c'est un produit mass market, donc il faut que tout le monde puisse se l'acheter, à la fois par le cahier des charges, c'est-à-dire qu'il faut que n'importe qui puisse consommer du feed, même les véganes, ceux qui sont sensibles à certains allergènes, qui veulent manger made in France. On essaie de faire des produits qui soient le plus ouverts possible, et en plus ça permet d'éviter la souffrance animale, ça permet de pas mettre de conservateurs. Donc nous on est parfaitement alignés avec ces valeurs-là. Et puis ensuite il faudra laisser le temps au temps. Je pense que on peut pas lutter contre le temps et contre la démocratisation. Un produit met du temps à s'installer, à rentrer dans les habitudes du quotidien. Ça a été le cas avec le surgelé. Au début ça a été très combattu, et puis après c'est devenu une habitude. Idem pour le substitut de lait maternel. Au début tout le monde le critiquait, puis maintenant tout le monde l'utilise. Donc feed rentrera petit à petit dans les usages. Et ça, évidemment, il y aura un travail de fond à faire, mais à part être patient, il n'y aura pas grand-chose d'autre qu'on pourra activer. Ouais, l'ancrer dans les usages, et généralement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire quand il y a des révolutions qui sont en place, il y a des mécanismes de rejet qui sont les premières réactions avant d'avoir une acceptation via des early adopters qui vont après le partager peut-être à une communauté plus large. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase qui est top de Arthur de Schopenhauer qu'on dit souvent, c'est toute innovation passe par 3 stades. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite elle est violemment combattue pour finalement être considérée comme ayant toujours été évidente. C'est exactement les 3 stades qu'on a rencontrés. Au début, les gens ridiculisent le projet, ils disent que c'est n'importe quoi, que c'est complètement débile, que ça marchera jamais, que personne mangera de la poudre. Après, c'est combattu. Donc là, c'est un peu ce qui se passe sur Twitter. T'as tous les nutritionnistes du dimanche qui vont venir t'expliquer que ton produit il est dégueulasse alors que ils comprennent rien à ce qu'ils disent et qu'ils disent n'importe quoi. Mais malheureusement, comme c'est toujours celui qui crie le plus fort qui a raison, sur Twitter, il y a des gens qui vont s'emballer sans même avoir cherché à vérifier si ce qui était dit est vrai. Et puis au final, toutes ces mêmes personnes qui combattaient de la même manière Facebook, qui combattaient Airbnb, qui combattaient Uber, qui combattaient les innovations qui changeaient un peu la donne, bon bah ils se sont mis à l'utiliser, puis ils trouvent ça pas mal parce que ça leur simplifie le quotidien.
Donc on n'a pas de rancœur et c'est le jeu. C'est à nous de trouver les bons arguments. C'est à nous d'accepter aussi le refus. Il faut pas forcément se braquer. Et puis petit à petit, ça rentrera dans les usages. Très bien, je pense qu'on a une bonne vision voilà sur cette année 2019, ce qui attend. On attend avec impatience ces nouveautés, ces évolutions, que ce soit l'institution, l'évolution de la gamme, et puis cette croissance sur les nouveaux pays. Si on se met sur un plan plus global sur la vision du marché, t'en as parlé notamment vis-à-vis des grands groupes, de cette évolution-là et de votre positionnement par rapport à ça. C'est quoi ta vision du marché à terme sur l'alimentaire? Est-ce que tu crois en davantage de solutions du type feed? Comment tu vois aussi l'alimentaire au niveau local? C'est quoi ta vision sur l'alimentaire dans les prochaines années sur le marché français? Je pense qu'il va y avoir deux moments qu'il faut vraiment bien distinguer. Il y a les moments où on a du temps, où on va rechercher le plaisir et le moment social. C'est-à-dire qu'on va se poser autour de la table avec ses amis, qu'on va prendre plaisir à cuisiner. Et encore une fois, Feed ne s'oppose pas à cette catégorie. Au contraire, nous, on est là pour offrir une solution qui va permettre d'économiser de l'argent et de gagner du temps pour pouvoir en passer plus en cuisine, mais avec des bons ingrédients. Nous, ce qu'on combat, ça va être les fast-food, c'est le sandwich, c'est le moment où tu sautes ton repas, et pas du tout le vrai repas traditionnel. Ce repas traditionnel, il est nécessaire parce que ça permet d'ancrer les familles, ça permet de parler avec tes amis, ça permet de prendre du plaisir autour de bons petits plats que tu fais, soit le soir, soit le week-end. Et là, vraiment, il va falloir des produits qui soient de plus en plus premium. Je pense que les gens en ont marre de manger de la mauvaise qualité. En fait, c'est le moyen qui va disparaître selon moi. Il va y avoir le moyen qui va disparaître au bénéfice du bon, du local, du bio, des produits qui sont sains, que vous allez aller acheter chez votre poissonnier, chez votre boucher. Vous allez acheter des légumes frais, des fruits frais. Et puis, il y a tous les autres moments où là, la smart food prendra tout son intérêt. Les moments où vous êtes pressé parce que vous êtes en train de faire une séance de sport, ou parce que vous avez une journée trop chargée, ou parce que vous êtes dans votre voiture, ou dans l'avion, ou dans les transports, ou vous faites du trekking dans la nature. Bon, ben là, la smart food vous apportera une solution qui est équilibrée, qui est saine, et il faudra le voir non pas comme un plaisir organoleptique qui vient en concurrence, parce que forcément manger de la smart food, ce sera toujours moins agréable que de manger un bon petit plat qui a mijoté pendant 2 heures. Mais par contre, c'est un outil qui vous permet d'optimiser votre nutrition, qui vous permet d'avoir l'intégralité de vos apports et du coup de pouvoir continuer la journée en pleine forme sans avoir de carence, avec des solutions qui sont de plus en plus adaptées, presque personnalisées. Je pense que c'est aussi un axe qui va intéresser le marché dans plusieurs années. Nous, on commence déjà à s'y intéresser parce que les gens n'ont pas tous les mêmes besoins, n'ont pas tous les mêmes objectifs, n'ont pas tous les mêmes styles de vie, et la smart food peut parfaitement répondre à ces besoins-là. Très bien. Je pense qu'on a une vision sur ces prochaines années. On sait que le marché français évolue très rapidement. On voit avec des solutions de livraison, notamment du Deliveroo, du Uber Eats. Donc les usages en termes de nourriture, en termes d'attente et de préparation par rapport à ça, il y a eu vraiment un grand changement sur ces dernières années. Et aujourd'hui, on va s'orienter vers cette approche beaucoup plus transparente, qualitative de l'alimentation. Ça me semble vraiment la direction qu'on prend en France. Ouais. Yes, c'est sûr et certain. Top. Anthony, je sais pas si tu avais des choses à rajouter. Pour moi, on a couvert pas mal d'aspects, ce qui nous a permis de mieux comprendre la philosophie de Feed, de voir les prochaines étapes, de voir un petit peu les axes aussi qui vous ont permis d'en arriver jusque-là. C'était très enrichissant. Je te remercie en tout cas pour ce moment-ci. C'était super sympa. J'ai pas de points particuliers à rajouter. Merci pour l'échange, et puis bon courage pour la suite de votre aventure. Au top, merci à toi. À très bientôt, au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.